À 6h15, le 30 juillet 1943, le sergent-chef Michael Harut se glissa dans la position de queue du B-17 Tandleo à la base aérienne de Kimbolton, observant une aube anglaise grise qui l'emmènerait à 800 km à l'intérieur de l'Allemagne. 24 ans, 12 missions de combat, 3 victoires confirmées. La Luftwaffe avait positionné plus de 300 chasseurs le long de la route vers Kassel. Harut s'installa sur le siège de bicyclette qui servait de poste de travail. La position du mitrailleur de queue mesurait 1,20 m de large et 1,50 m de long. 2 mitrailleuses Browning M, 2 de calibre 50 pointaient vers l'arrière à travers une fenêtre en plexiglas. À 7600 mètres d'altitude, la température extérieure chuterait à -50 et 1 degré Celsius. Sa combinaison chauffée électriquement était la seule chose entre la survie et la mort par hypothermie. La 8e force aérienne appelait cela le travail le plus solitaire de la guerre. Le mitrailleur de queue travaillait seul, séparé du reste de l'équipage par 12 mètres de fuselage en aluminium. Personne à qui parler. Personne pour aider si quelque chose tournait mal, juste un homme, 2 mitrailleuses et tout ce que la Luftwaffe envoyait dans sa direction. Les statistiques racontaient l'histoire. À l'été 1943, l'équipage moyen d'un B-17 y survivait 11 missions avant d'être abattu, tué ou capturé. Les mitrailleurs de queue mouraient plus vite que quiconque, sauf les mitrailleurs de tourelle ventrale. Les pilotes de chasse allemands préféraient attaquer par l'arrière. La position de queue absorbait les premières balles. En juillet, le 379e groupe de bombardement avait déjà perdu 9 appareils en seulement 2 mois d'opération. 90 hommes disparus. Le problème était géométrique. Les pilotes allemands comprenaient qu'approcher par l'arrière leur donnait la plus longue fenêtre de tir possible. Un Messerschmitt Bf-109 se rapprochant à 560 km/h depuis la position 6 heures avait près de 10 secondes pour viser et tirer avant de dépasser le bombardier. Le mitrailleur de queue avait ces mêmes 10 secondes pour toucher une cible se déplaçant à des vitesses combinées approchant les 960 km/h. La plupart des mitrailleurs de queue n'en avaient jamais l'occasion. Le Focke-Wulf 190 transportait 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 13 mm. Une seule rafale pouvait déchiqueter la bulle de plexiglas, tuer le mitrailleur et désactiver les commandes de queue. Les bombardiers sans protection de queue devenaient des cibles faciles. Les chasseurs faisaient demi-tour, se mettaient en ligne et finissaient le travail. La formation standard de tir de l'armée de l'air enseignait aux mitrailleurs d'attendre, de conserver les munitions, de ne tirer qu'à des distances inférieures à 275 mètres. La théorie avait du sens dans une salle de classe. Au combat, 275 mètres signifiait que l'ennemi tirait déjà. Au moment où un mitrailleur de queue ouvrait le feu, il pouvait déjà être mort. Harut l'avait vu se produire. Lors de sa 6e mission, un B-17 volant à l'aile droite de Tandleo avait reçu un coup direct dans la section de queue. Le mitrailleur n'avait jamais tiré un seul coup. Le chasseur était arrivé rapidement, canon flamboyant, et les premiers obus avaient transpercé le plexiglas avant que l'Américain ne puisse réagir. Le bombardier était sorti de la formation, traînant de la fumée. 8 parachutes étaient apparus. Le mitrailleur de queue n'était pas parmi eux. La doctrine officielle exigeait de la patience. Harut remettait tout en question. Les chasseurs attaquaient depuis la portée maximale parce qu'ils savaient que les mitrailleurs américains retiendraient dans leurs tirs. Les pilotes de la Luftwaffe avaient appris les schémas. Ils exploitaient le manuel d'entraînement comme une carte routière. Si vous voulez voir comment Harut a défié la doctrine qui faisait tuer les mitrailleurs de queue, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à mettre en lumière davantage d'histoires oubliées. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour à Harut. 186 B. B-17 décollèrent des bases à travers l'est de l'Angleterre ce matin-là. 123 P-47 Thunderbolt les escorteraient en partie, mais les limitations de carburant signifiaient que les chasseurs feraient demi-tour au-dessus de la Belgique. Les bombardiers voleraient les dernières 320 km jusqu'à Kassel seul. Harut vérifia ses bandes de munitions.
400 cartouches par mitrailleuse, 800 au total. Le manuel disait que c'était suffisant pour une mission standard. Harut avait déjà décidé que le manuel avait tort sur tout le reste. À midi, il découvrirait s'il avait raison. Le coup d'avoir tort était un cercueil fermé et un télégramme à sa famille. La formation traversa la Manche à 4200 mètres d'altitude. Toujours en montée, Harut regarda l'eau reculer à travers sa fenêtre, en plexiglas, les falaises blanches de Douvres rétrécissant jusqu'à une ligne pâle à l'horizon. Devant se trouvait la France occupée, puis la Belgique, puis le cœur de l'Allemagne nazie. Les escortes P-47 maintenaient leur position autour du flux de bombardiers. Leur présence signifiait la sécurité, mais Harut connaissait l'arithmétique. Les Thunderbolts transportaient assez de carburant pour environ 90 minutes de vol de combat. La mission vers Cassel prendrait 6 heures. Pour la majeure partie du voyage, les bombardiers voleraient seuls. Harut avait passé ses premières missions à suivre la doctrine, attendre que le chasseur se rapproche, viser soigneusement, tirer par courtes rafales, conserver les munitions. Les instructeurs de formation à l'école de tir l'avaient inculqué à chaque étudiant. Les munitions étaient limitées. La précision comptait plus que le volume. Un mitrailleur discipliné pouvait faire durer 800 cartouches toute une mission. La doctrine supposait que l'ennemi coopérerait. La Luftwaffe ne le faisait pas. Les pilotes allemands avaient étudié les tactiques américaines. Ils savaient que les mitrailleurs attendaient jusqu'à 275 mètres. Alors ils ouvrirent le feu à 550 mètres, déversant des obus de canon dans les formations de bombardiers, pendant que les Américains retenaient leurs gâchettes. Au moment où les mitrailleurs de queue commençaient à tirer, les dégâts étaient déjà faits. Harut avait calculé le problème différemment. Un Focke-Wulf 190 à 550 mètres n'était pas une cible difficile. Il volait droit vers lui, nez pointé directement vers sa position, présentant le plus grand profil possible. La vitesse de rapprochement signifiait que la taille apparente doublait toutes les quelques secondes. Un mitrailleur qui commençait à tirer tôt pouvait guider ses traceurs sur la cible, ajustant sa visée à mesure que la distance diminuait. Le risque était les munitions. 800 cartouches semblaient beaucoup jusqu'à ce qu'on les divise par le nombre de chasseurs attaquants. Une mission pouvait voir 15, 20, voire 30 attaques séparées. À 50 cartouches par rafale, les mathématiques devenaient brutales. Un mitrailleur qui tirait tôt pouvait se retrouver à court avant la fin de la mission. Harut acceptait le compromis. Un mitrailleur qui conservait ses munitions mais mourait à la 3e attaque avait fait un mauvais marché. La survie exigeait de perturber l'attaque de l'ennemi avant qu'elle ne réussisse. Si cela signifiait manquer de balles, il gérerait ce problème plus tard. Les hommes morts n'avaient aucune utilité pour les munitions de réserve. Son premier test vint lors de sa 4e mission, un raid contre les enclos à sous-marins de Saint-Nazaire en juin. Une paire de Bf-109 s'approcha depuis la position 6 heures basse, l'attaque de queue classique. La doctrine standard disait « Attendez ». Harut ouvrit le feu à 640 mètres. Les traceurs arquèrent à travers le ciel, tombant court au début, puis montant vers le chasseur de tête. Le pilote allemand vit le tir arriver et rompit son attaque, plongeant avant d'atteindre la portée efficace du canon. Son ailier suivit. Aucun chasseur ne marqua de coup sur Tandleo. Le chef d'équipe interrogea Harut après l'atterrissage. Le décompte des munitions montrait qu'il avait dépensé près de 200 cartouches lors d'un seul engagement. À ce rythme, il serait à court avant d'atteindre des cibles profondément à l'intérieur de l'Allemagne. Harut expliqua son raisonnement. Le chef d'équipe resta sceptique. D'autres mitrailleurs de queue entendirent parler de l'incident. Certains appelèrent cela imprudent. Gaspiller des munitions sur des tirs à longue portée violait tout ce que l'armée de l'air enseignait. Les manuels d'entraînement existaient pour des raisons. Harut jouait avec la vie de son équipage. Mais Tandleo continuait à rentrer. Mission après mission, le bombardier revenait à Kimbolton avec son équipage intact. D'autres appareils du 527e escadron n'avaient pas eu cette chance. À la mi-juillet, 3 bombardiers de l'escadron étaient tombés, 30 hommes perdus. Maintenant, traversant la Belgique le 30 juillet, Harut regarda les escortes P-47 agiter leurs ailes et faire demi-tour vers l'Angleterre. Les jauges de carburant dans les Thunderbolts exigeaient le retrait.
Les bombardiers continuèrent seuls. Quelque part devant, 300 chasseurs allemands attendaient. Harut aurait besoin de chaque cartouche qu'il avait. Il aurait aussi besoin de survivre assez longtemps pour les utiliser. Les premiers Messerschmitt apparurent à 11h42, montant du sud-est par groupe de 4. Harut compta 8 puis 12, puis arrêta de compter. Le ciel derrière Tandléo se remplit de croix noires sur des nez jaunes. Le chasseur de tête commença sa course d'attaque depuis la position 6 heures haute, plongeant vers la formation de bombardiers à 640 km/h. Harut suivit l'appareil à travers son viseur, regardant l'envergure grandir à chaque seconde qui passait. À 730 mètres, il pressa les 2 gâchettes. Les Browning jumelles rugirent, envoyant un flux de traceurs à travers le ciel. Les premiers obus tombèrent courts, disparaissant dans l'air vide sous le chasseur en piqué. Harut ajusta, guidant le tir vers le haut. À 550 mètres, les traceurs commencèrent à se connecter. Des éclairs brillants jaillirent le long du capot moteur du Messerschmitt. Le pilote allemand vira brusquement à droite, de la fumée traînant de son appareil. Il ne compléta jamais sa passe de tir. Le chasseur spirala vers le bas, disparaissant dans la couche de nuages en dessous. Harut n'eut pas le temps de regarder. Le deuxième attaquant se rapprochait déjà. Celui-ci arriva plus bas, essayant de se glisser sous le champ de tir d'Harut. L'angle était difficile, l'obligeant à abaisser ses mitrailleuses presque à leur limite mécanique. Il tira quand même, envoyant une longue rafale vers le chasseur qui approchait. Le pilote du Focke-Wulf tressaillit, se redressant tôt et libérant ses obus de canon dans le ciel vide au-dessus de Tandléo. Les attaques continuèrent pendant 47 minutes. Vague après vague de chasseurs allemands traversèrent dans la formation de bombardiers, ciblant les traînards et les appareils endommagés. Harut tira sur tout ce qui entrait à portée, brûlant des munitions à 3 fois le taux recommandé. Ses canons de mitrailleuses rougeoyaient du tir soutenu. À 12h29, un Bf-109 s'approcha directement par l'arrière, volant droit et à niveau. Le pilote avait soit un courage extraordinaire, soit un mauvais jugement. Harut centra le chasseur dans son viseur et maintint les gâchettes enfoncées. Les Browning martelèrent pendant 6 secondes continues, déversant plus de 100 cartouches dans l'appareil qui approchait. Le Messerschmitt se désintégra. Le moteur se sépara du fuselage, les ailes se replièrent bottes vers l'arrière. Ce qui restait du chasseur passa en culbutant près de Tandléo, assez près pour qu'Harut voie le cockpit vide. Le pilote avait soit éjecté, soit été mort aux commandes. 2 victoires confirmées. Munitions réduites à 180 cartouches. La formation atteignit Cassel à 12h51 et commença sa course de bombardement. Pendant 11 minutes, les bombardiers volèrent, droit et à niveau, incapables de manœuvrer pendant que les bombardiers alignaient leurs cibles. La Luftwaffe savait que ce moment représentait la vulnérabilité maximale. Les chasseurs pressèrent leurs attaques avec une fureur renouvelée. Un Focke-Wulf 180-10 plongea sur Tandléo depuis la position 5 heures. Harut tourna ses mitrailleuses pour le rencontrer, tirant une courte rafale. Les obus frappèrent dès la racine de l'aile du chasseur. Le pilote continua, les obus de canon déchirant la section de queue de Tandléo. Harut sentit les impacts avant de sentir la douleur. Des fragments de 20 mm déchirèrent le plexiglas, déchiquetant sa combinaison de vol et s'enfonçant dans son bras et son épaule gauche. Sa mitrailleuse gauche se bloqua. Du liquide hydraulique se répandit dans le compartiment. Il continua à tirer avec la mitrailleuse droite, d'une seule main saignant. Il suivit le Focke-Wulf blessé alors qu'il s'éloignait. Une dernière rafale attrapa l'assemblage de queue du chasseur. L'appareil fit un tonneau sec et plongea vers le sol. Sa 3e victoire de la mission. L'interphone crépita avec les voix de l'équipage. Quelqu'un demandait des informations sur les dégâts. Quelqu'un d'autre signala de la flaque de vent. Harut essaya de répondre, mais sa gorge était devenue sèche. Le sang s'accumulait sur le sol de son compartiment, gelant presque instantanément dans l'air sous zéro. 400 cartouches dépensées, 63 restantes, 3 chasseurs allemands détruits, et la mission n'était qu'à moitié terminée. Tandléo devait encore voler 400 km de retour vers l'Angleterre, à travers le même gant de chasseurs qui avait failli le tuer à l'aller.
Harut enroula une écharpe autour de son bras blessé et attendit la prochaine attaque. Le vol de retour commença à 13h04. Tandléo tourna vers l'ouest avec 185 autres bombardiers, laissant Cassel brûler sous une colonne de fumée noire. Harut resta à son poste, scrutant le ciel à travers le plexiglas maculé de sang. La Luftwaffe n'en avait pas fini. Les chasseurs allemands se regroupèrent au-dessus de la Belgique, se positionnant le long de la route du flux de bombardiers vers la Manche. Des appareils frais remplacèrent ceux perdus ou endommagés dans les attaques du matin. Le deuxième gant serait aussi dangereux que le premier. Le bras gauche d'Harut était devenu engourdi par le froid et les blessures. Sa mitrailleuse bloquée restait inutilisable, le mécanisme d'alimentation brisé par le même obus de canon qui l'avait blessé. Il avait une arme fonctionnelle et 63 cartouches de munitions pour couvrir 400 km d'espace aérien hostile. Les mathématiques exigeaient une approche différente. À 63 cartouches, il pouvait se permettre peut-être 3 engagements de 20 cartouches chacun. Chaque pression sur la gâchette devait compter. Le luxe du tir de suppression était parti. À 13h31, une paire de Bf-109 se rapprocha depuis la position 7h. Harut attendit jusqu'à 450 mètres, puis tira une rafale précise de 12 cartouches sur le chasseur de tête. Les traceurs frappèrent le capot moteur. Le Messerschmitt se retourna et plongea, traînant du liquide de refroidissement glycolé. L'ailier rompit sans attaquer. 51 cartouches restantes. Tandléo traversa la France à 14h15. Les attaques de chasseurs diminuèrent alors que la Luftwaffe atteignait la limite de leur rayon d'action opérationnel. À 14h47, la formation de bombardiers avait distancé les derniers intercepteurs allemands. La Manche apparut à l'horizon 20 minutes plus tard. L'atterrissage à Kimbolton eut lieu à 15h52. Harut ne put sortir de son compartiment sans assistance. L'équipe au sol le tira à travers l'écoutille étroite et le porta jusqu'à une ambulance qui attendait. Le chirurgien de vol compta 11 blessures par fragments séparés dans son bras, son épaule et le haut de son dos. La nouvelle se répandit dans le 379e groupe de bombardement. En quelques heures, le mitrailleur de queue sur Tandléo avait marqué 3 victoires confirmées et 2 probables, tout en étant blessé, opérant une seule mitrailleuse avec 63 cartouches de munitions. Le rapport de renseignement de mission nota sa technique d'engagement précoce comme un facteur contribuant à la survie du bombardier. D'autres mitrailleurs de queue commencèrent à poser des questions. La doctrine standard disait « Attendez, jusqu'à 275 mètres ». Harut avait ouvert le feu à 730 mètres. La doctrine disait de conserver les munitions. Harut avait brûlé 700 cartouches avant d'être touché. La doctrine produisait des mitrailleurs morts. Harut était toujours vivant. L'officier de tir du 527e escadron examina les images de combat de la mission de Tandléo. La caméra de mitrailleuse montrait les traceurs d'Harut s'étendant bien au-delà de la portée d'engagement normale, perturbant les courses d'attaque avant que les pilotes allemands ne puissent établir des solutions de tir. Le tir précoce forçait l'ennemi à manœuvrer, dégradant leur précision et réduisant les coûts sur le bombardier. À la mi-août, 3 autres mitrailleurs de queue dans l'escadron avaient adopté des variations de la technique d'Harut. Leurs taux de survie s'améliorèrent. Les bombardiers qu'ils protégeaient revenaient avec moins de dégâts. La corrélation était difficile à ignorer. Le commandant du 379e groupe reçut un rapport préliminaire le 1er septembre. Les données suggéraient que le tir précoce agressif réduisait les pertes de bombardiers en perturbant les attaques de chasseurs coordonnées. Les implications remettaient en question 2 ans de doctrine de tir établie. Pendant ce temps, Harut se remettait de ses blessures à l'hôpital de la station. Les dégâts des fragments avaient manqué les vaisseaux sanguins et les nerfs majeurs. Le chirurgien de vol l'autorisa à reprendre le service le 19 août, 3 semaines après la mission de Cassel. Tandléo avait un nouvel appareil qui attendait. L'ancien bombardier avait été radié après avoir accumulé trop de dégâts de combat pour une réparation économique. Le remplacement portait le même nom et le même équipage. Harut remonta dans la position de queue le 26 août. La Luftwaffe avait remarqué quelque chose qui changeait dans les formations de bombardiers américaines. Leurs officiers de renseignement étudiaient le problème.
Les officiers de renseignement de la Luftwaffe remarquèrent le schéma au début septembre. Les mitrailleurs de queue américains ouvraient le feu plus tôt, parfois à des portées dépassant 550 mètres. Le changement perturbait les formations d'attaque qui avaient fonctionné de manière fiable pendant des mois. Les pilotes de chasse allemands signalèrent le changement lors des débriefings à travers l'Europe occupée. L'approche depuis 6 heures, autrefois l'angle le plus sûr contre les formations de B-17, devenait de plus en plus dangereuse. Les traceurs s'étendaient avant que les pilotes ne puissent établir des plateformes de tir stables. L'effet psychologique était significatif. Un pilote regardant des traceurs se dirigeait vers son appareil à longue portée, manœuvrait instinctivement même lorsque les obus tombaient court. La réponse tactique de la Luftwaffe vint en 3 phases. Premièrement, ils augmentèrent bigommaient les vitesses pour les pièces d'approche en les plongeant sur les formations de bombardiers à vitesse maximale pour réduire le temps d'exposition. Deuxièmement, ils changèrent les angles d'attaque, s'approchant depuis la position 6 heures haute où la gravité aiderait leur redressement. Troisièmement, ils commencèrent à cibler des appareils spécifiques qui semblaient avoir des mitrailleurs agressifs, espérant éliminer la menace avant qu'elle ne se propage. Aucune de ces adaptations ne résolut le problème fondamental. Des approches plus rapides signifiaient un tir moins précis. Des angles plus raides augmentaient-ils la difficulté de suivre les cibles à travers le piquet. Cibler les mitrailleurs agressifs nécessitait de les identifier à l'avance, ce qui était presque impossible dans le chaos d'une bataille aérienne en cours. Le 379e groupe de bombardement effectua 11 missions entre le 26 août et le 5 septembre. Harut participa à 4 d'entre elles, ajoutant 2 victoires confirmées de plus à son palmarès. D'autres mitrailleurs de queue dans le groupe en revendiquèrent 7 supplémentaires. Le ratio de perte de la Luftwaffe contre les bombardiers du triangle K augmentait. Les commandants de chasseurs allemands essayèrent de concentrer leurs attaques. Au lieu de répartir les intercepteurs sur tout le flux de bombardiers, ils se massèrent contre des groupes uniques, espérant submerger le tir défensif par le simple nombre. La tactique produisit des résultats le 3 septembre lorsque des attaques concentrées contre le 100e groupe de bombardement détruisirent 8 appareils en 15 minutes. Le 379e échappa à ce massacre en volant dans une position différente au sein de la boîte de combat. Mais la leçon était claire. La Luftwaffe s'adaptait, cherchant des faiblesses dans la nouvelle approche défensive. La guerre aérienne au-dessus de l'Europe était devenue un concours d'innovation tactique avec chaque camp étudiant les méthodes de l'autre et développant des contre-mesures. Harut comprenait les enjeux. Sa technique fonctionnait parce qu'elle surprenait l'ennemi. Une fois que les Allemands développeraient des réponses efficaces, l'avantage disparaîtrait. Chaque mission était un test, chaque engagement un point de données que les deux camps analyseraient. L'avantage temporaire que le tir agressif procurait s'érodait à chaque semaine qui passait. La mission prévue pour le 6 septembre ciblerait Stuttgart au plus profond du sud de l'Allemagne. La route emmènerait les bombardiers sur plus de 800 km de territoire ennemi, la pénétration la plus longue que la 8e force aérienne avait tentée ce mois-là. Le renseignement prédisait une forte opposition de chasseurs depuis les bases en France, en Belgique et en Allemagne elle-même. Stuttgart fabriquait des roulements à billes, des composants essentiels à chaque véhicule, appareil et arme de l'arsenal allemand. L'importance de la stratégie en faisait l'une des cibles les plus lourdement défendues d'Europe. Des batteries de flak encerclèrent la ville. Des escadrons de chasseurs étaient positionnés le long de chaque route d'approche probable. Le briefing du 5 septembre exposa le défi. Le 379e volerait en position de tête de l'aile de combat, responsable de la navigation et de la visée des bombes pour les formations suivantes derrière. La position de tête signifiait absorber les premières attaques de chasseurs. Cela signifiait voler droit et à niveau pendant que d'autres groupes manœuvraient. Cela signifiait une exposition maximale à tout ce que la Luftwaffe pouvait leur lancer. Harut vérifia ses mitrailleuses ce soir-là. Les 2 Browning étaient fraîchement révisés, le mécanisme d'alimentation fluide, les canons remplacés après avoir accumulé trop de cartouches. Il chargea 1200 cartouches au lieu des 800 standards. Les munitions supplémentaires ajoutaient du poids, mais le poids semblait moins important que la puissance de feu.
Demain testerait tout ce qu'il avait appris. Demain déterminerait si ses méthodes pouvaient aller survivre à la mission la plus dangereuse de sa carrière. La mission de Stuttgart fut lancée à 5h40 le 6 septembre. 187 bombardiers s'élevèrent dans un ciel anglais couvert, se formant au-dessus de la mer du Nord avant de tourner vers le sud-est en direction de l'Europe occupée. Tandelo volait dans l'élément de tête de la formation du 379e, positionné là où Harut affronterait les premières attaques de n'importe quelle direction. Les chasseurs les trouvèrent au-dessus de la France à 9h15. Des Messerschmitt et des Focke-Wulf s'élevèrent des aérodromes de toute la région, grimpant pour intercepter le flot de bombardiers avant qu'ils n'atteignent l'espace aérien allemand. Les attaques initiales vinrent de la position 11 heures, des passes frontales qui testèrent mal les mitrailleurs de nez plutôt que de queue. Harut attendit, observant les traînées de condensation se multiplier derrière la formation. La Luftwaffe rassemblait ses forces, assemblant des chasseurs de plusieurs unités en une force concentrée. À 9h40, les estimations du renseignement comptaient plus de 100 intercepteurs suivant les bombardiers. Les attaques arrières commencèrent à 10h08. Une Staffel de 12 Bf-109 se positionna à 600 mètres sous la formation, puis remonta en une attaque grimpante depuis la position 6 heures bas. Harut ouvrit le feu à 640 mètres, envoyant des traceurs dans l'élément de tête. 2 chasseurs rompirent immédiatement. Un troisième absorba plusieurs impacts et tomba en fumant. Les 9 restants poursuivirent leur attaque. Des obus de canon déchiraient la formation, frappant des bombardiers dans toute la boîte de combat du 379e. Le B-17, volant à l'aile gauche de Tandelo, reçut des impacts sur son moteur numéro 3. Un autre bombardier de l'escadron bas commença à laisser fuir du carburant de réservoir percé. Harut continua de tirer, passant d'une cible à l'autre, tandis que les chasseurs traversaient son champ de vision en éclair. Son compteur de munitions baissait régulièrement. 600 cartouches, 500, 400. Les attaques ne montraient aucun signe de diminution. À 10h31, un Focke-Wulf 190 plongea sur Tandelo directement d'en haut et par derrière, utilisant le soleil pour masquer son approche. Harut repéra le chasseur trop tard. Des obus de 20 mm percèrent la section de queue avant qu'il ne puisse pointer ses armes. Les impacts le projetèrent contre le plexiglas. Son arme gauche fut détruite, le récepteur fracassé par un impact direct. Des fragments déchirèrent sa combinaison de vol, ouvrant des blessures sur ses bras et son cuir chevelu. Le sang coula sur son visage, l'aveuglant partiellement. Il continua de tirer avec l'arme droite. Le Focke-Wulf se redressa et s'éloigna en roulant, traînant de la fumée des impacts reçus pendant son plongeon. Harut essuya le sang de ses yeux et chercha l'attaquant suivant. Tandelo était en train de mourir. Le tir de canon du chasseur avait sectionné des conduites hydrauliques, endommagé les commandes de queue et percé des réservoirs de carburant dans les emplantures d'ailes. Les pilotes luttèrent pour maintenir l'altitude, mais le bombardier perdait la bataille contre la gravité et l'aérodynamique. La formation atteignit Stuttgart à 11h04. Tandelo tint sa position assez longtemps pour larguer ses bombes sur la cible, puis sortit de la formation alors que les dégâts dépassaient la capacité de l'équipage à compenser. 2 moteurs tournaient mal. La situation en carburant était critique. Les pilotes prirent la décision au-dessus de l'est de la France. Tandelo ne pouvait atteindre l'Angleterre. La meilleure option était un amérissage contrôlé dans la Manche où les unités de sauvetage aérien pourraient les atteindre avant que l'hypothermie ne s'installe. Harut resta à son poste tandis que le bombardier descendait, guettant les chasseurs qui pourraient poursuivre l'appareil estropié. Aucun ne vint, la Luftwaffe avait d'autres cibles, des bombardiers plus sains volant encore en formation. Tandelo heurta la Manche à 15h12, percutant l'eau grise à 193 km/h. Le fuselage se brisa à l'impact. Harut fut projeté en avant, sa tête heurtant le support de mitrailleuse. Obscurité. Quand il reprit conscience, il flottait dans un radeau de sauvetage. Des bateaux de sauvetage britanniques approchaient. Les 10 membres d'équipage avaient survécu à l'amérissage. Le bombardier qui les avait transportés à travers 17 missions gisait au fond de la Manche. Le commandant du 379e réclamait déjà les rapports de mission d'Harut.
La citation de la Distinguished Service Cross arriva le 14 octobre 1943. La deuxième plus haute décoration militaire que l'armée des États-Unis pouvait décerner reconnaissait les actions d'Harut pendant les missions de Kassel et Stuttgart. La citation mentionnait spécifiquement sa décision de continuer à tirer alors qu'il était blessé, créditant son tir défensif d'avoir protégé le bombardier pendant ses moments les plus vulnérables. L'état-major de tir de la 8e force aérienne avait achevé son analyse fin octobre. Les données couvraient 14 groupes de bombardiers sur 3 mois d'opération. Les conclusions remettaient en question des hypothèses qui avaient rêvé gouverner le combat aérien américain depuis 1942. Les mitrailleurs de queue, qui engageaient des cibles au-delà de 457 mètres, montraient des taux de survie mesurables plus élevés que ceux qui suivaient la doctrine standard. Le tir précoce perturbait les formations ennemies, forçant les pilotes allemands à manœuvrer défensivement plutôt qu'à établir des plateformes de tir stables. Le coût en munitions était significatif, mais le compromis favorisait l'approche agressive. Le général de brigade Frederick Anderson, commandant de la planification opérationnelle du commandement des bombardiers de la 8e force aérienne, examina personnellement les conclusions. Les implications s'étendaient au-delà des appareils individuels. Si un tir précoce coordonné de plusieurs bombardiers pouvait perturber les attaques massives de chasseurs, toute la doctrine défensive pourrait nécessiter une révision. Le changement de politique formelle vint en novembre. Les nouvelles directives de tir autorisaient non pas les mitrailleurs de queue à engager des cibles à des portées étendues, lorsque les conditions tactiques le permettaient. Le langage bureaucratique était prudent, mais le sens était clair. L'approche qui avait maintenu Harut en vie devenait doctrine officielle. Harut ne vit jamais la politique prendre pleinement effet. Ses blessures à la tête de l'amérissage de Stuttgart s'avérèrent plus graves que les évaluations initiales ne l'indiquaient. Après être retourné au statut de vol fin septembre, il accomplit 3 missions supplémentaires avant que les officiers médicaux ne le clouent au sol définitivement. Des maux de tête récurrents et des problèmes de vision rendaient la poursuite du service de combat impossible. Son total final s'établit à 17 victoires, confirmées avec 4 probables supplémentaires en attente de vérification. Le nombre le plaçait parmi les mitrailleurs de bombardiers les plus titrés de la 8e force aérienne. Certains registres lui créditaient jusqu'à 19 victoires, bien que les incohérences de documentation rendaient les comptes précis difficiles. La Distinguished Flying Cross suivit la Distinguished Service Cross. 2 médailles de l'air avec feuilles de chêne reconnurent ses réalisations de combat cumulatives. La Purple Heart reconnut ses blessures. Au moment où sa carrière de combat se termina, Harut avait accumulé plus de décorations que la plupart des pilotes. Le 379e groupe de bombardement poursuivit ses opérations pendant encore 18 mois, volant à travers l'hiver de 43, l'été de l'invasion de 44 et les campagnes finales de 45. Les tactiques qu'Harut avait pionnières se répandirent dans tout le commandement des bombardiers de la 8e force aérienne. Les mitrailleurs de queue à travers la 8e force aérienne adoptèrent des variations de la doctrine d'engagement précoce. L'impact statistique émergea graduellement. Les taux de perte de bombardiers déclinèrent à travers 1944, bien que de multiples facteurs contribuèrent. Les escortes de chasseurs à plus longue portée réduisirent l'exposition aux combats non protégés. Les systèmes d'aéronefs améliorés augmentèrent la survivabilité. Mais le tir défensif joua aussi un rôle, et le passage vers un tir agressif faisait partie de cette amélioration. Les pilotes d'honneur de chasse allemands remarquèrent le changement. Les rapports d'interrogatoire d'équipage de la Luftwaffe capturés mentionnaient le danger accru des attaques de queue contre les formations américaines. Les victoires faciles qui avaient caractérisé les premières interceptions de bombardiers devinrent progressivement plus difficiles à obtenir. Certains pilotes passèrent entièrement aux attaques frontales, acceptant les taux de fermeture plus élevés en échange d'éviter le tir concentré de l'hémisphère arrière. Harut fut rapatrié aux États-Unis début 1944. L'armée de l'air l'assigna à des fonctions d'entraînement, transmettant son expérience de combat aux nouveaux mitrailleurs se préparant au déploiement outre-mer. Il passa le reste de la guerre à enseigner aux autres les techniques qu'il avait maintenues en vie.
Les étudiants qui passèrent par ces cours portèrent ces méthodes au combat au-dessus de l'Allemagne, au-dessus du Japon, au-dessus de chaque théâtre où les bombardiers américains affrontèrent des chasseurs ennemis. Ce qu'il fit après la guerre surprit tous ceux qui le connaissaient. Michael Harut ne quitta pas le service militaire après la fin de la guerre. Il transféra vers la nouvelle force aérienne des États-Unis en 1947 et continua à servir pendant encore 15 ans. L'homme qui avait survécu aux cieux les plus meurtriers au-dessus de l'Europe choisit de rester en uniforme jusqu'en 1962, prenant sa retraite au rang de sergent-chef. La décision déconcerta certains qui connaissaient son histoire. Harut avait accumulé assez d'expérience de combat pour plusieurs vies. Il avait été blessé 2 fois, avait améri dans la Manche et affronté la mort plus de fois que les registres officiels ne pouvaient les capturer. La plupart des vétérans avec des expériences kimilines similaires ne voulaient rien de plus que la vie civile. Harut le voyait différemment. La force aérienne lui avait donné un but pendant les années les plus sombres du siècle. Les compétences qu'il développa avaient sauvé des vies, pas seulement la sienne, mais les équipages qui volaient avec lui et les mitrailleurs qui apprirent de ses méthodes. Partir semblait abandonner quelque chose d'important. Ces années d'après-guerre furent tranquilles. Il se maria, éleva une famille et parla rarement de ses expériences de combat. Les médailles restèrent dans un tiroir, les souvenirs restèrent enfermés. Comme beaucoup de vétérans de sa génération, Harut croyait que ceux qui n'y avaient pas été ne pourraient jamais vraiment comprendre. Elmer Bendiner, le navigateur de Tandelo, prit un chemin différent. Il devint journaliste et auteur, écrivant finalement un mémoire intitulé « La chute des forteresses ». Le livre décrivait les expériences de l'équipage en détail, préservant des moments qui auraient autrement pu être perdus pour l'histoire. Le récit de Bendiner assura que le Tandelo et son équipage ne seraient pas oubliés. Le 379e groupe de bombardement tint des réunions pendant des décennies après la guerre. Les vétérans se rassemblèrent pour se souvenir des amis qui n'étaient pas revenus, pour partager des histoires que leurs familles n'avaient jamais entendues, pour honorer les jeunes hommes qu'ils avaient été autrefois. Harut y assista quand sa santé le permit, se reconnectant avec les survivants de ces mois désespérés au-dessus de l'Europe. Le cimetière commémoratif national d'Arizona reçut sa dépouille le 20 février 1990. Il était décédé 5 jours plus tôt à Sainte-Augustine, en Floride, à l'âge de 70 ans. La pierre tombale listait son rang, sa branche de service et sa guerre. Elle ne mentionnait pas les 17 chasseurs qu'il avait détruits, ni les équipages qu'il avait protégés, ni la doctrine qu'il avait aidé à remodeler. Les cimetières militaires les sont pleins de tels euphémismes. Les pierres y marquent des noms et des dates, mais ne peuvent que capturer le poids de ce que ces noms représentent. Harut repose parmi des milliers d'autres vétérans, chacun avec des histoires qui méritent d'être racontées. Le musée de la puissante 8e force aérienne à Savannah, en Géorgie, préserve l'histoire des équipages de bombardiers qui volèrent depuis l'Angleterre. Les archives du 379e groupe de bombardement y sont conservées, incluant des rapports de mission qui documentent les réalisations de combat d'Harut. Les chercheurs peuvent retracer l'évolution de la doctrine de tir à travers des documents qui portent son influence. La position de mitrailleur de queue du B-17 n'existe plus. Les appareils qui transportèrent des hommes comme Harut au combat ont pour la plupart disparu, réduits à des pièces de musée et des expositions commémoratives. Mais les principes qu'il démontra, la valeur de l'action agressive sur la défense passive, la volonté de remettre en question une doctrine qui faisait tuer des hommes, ces principes se perdurent. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées d'archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des mitrailleurs de queue qui protégèrent leurs équipages avec courage et innovation. Des personnes réelles, un héroïsme réel. Déposez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement.
Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous juste savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de faire en sorte que Michael et Ruth ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés et vous aider à faire que